Émilie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Sa jumelle Claire, les yeux emplis de larmes et de rage, venait de lui cracher au visage: « Tu es une abomination. Je ne veux plus te voir. » Ce soir-là, à 18 ans, Émilie se retrouva à la rue. Sans un sou. Le cœur brisé par la trahison de celle qui avait partagé son ventre maternel. Les rues de Paris étaient froides cette nuit d'automne 2014. Émilie erra pendant des heures, son sac à dos contenant à peine quelques vêtements et un vieux journal intime. Elle avait enfin osé avouer son secret: elle aimait les femmes. Pas n'importe quelle femme, mais Sophie, sa meilleure amie du lycée, avec qui elle avait partagé un baiser volé sous les arcades du Louvre. Claire, sa jumelle identique en apparence mais si différente en esprit, avait réagi avec une fureur inattendue. « Maman et papa ne le supporteront pas. Tu vas détruire notre famille », avait-elle hurlé avant de la pousser dehors. Émilie, tremblante, composa le numéro de Sophie, qui l'accueillit dans son petit studio du Marais. « Viens, ma chérie. On va s'en sortir », murmura Sophie en la serrant dans ses bras. Mais au fond d'elle, Émilie se demandait si elle pourrait un jour pardonner à Claire cette expulsion brutale. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Émilie appela ses parents. Mais Claire avait déjà tout raconté, déformant les faits pour se poser en victime. « Elle est malade. Il faut la soigner », avait dit Claire à leur mère, une femme pieuse élevée dans la tradition catholique. Leur père, un avocat conservateur, refusa même de lui parler. Émilie se sentit comme une paria, rejetée non seulement par sa sœur mais par tout son entourage. Elle trouva un job de serveuse dans un café lesbien du quartier, où elle rencontra d'autres femmes comme elle, partageant des histoires de coming out ratées. Sophie devint son ancre, leur relation s'approfondissant au fil des nuits passées à discuter de l'avenir. Mais la blessure infligée par Claire saignait encore. « Comment ma propre jumelle a-t-elle pu me trahir comme ça ?» se demandait Émilie, les larmes coulant sur son oreiller. Au fil des mois, Émilie reconstruisit sa vie. Elle s'inscrivit à l'université pour étudier la psychologie, fascinée par les méandres de l'esprit humain, surtout après avoir vécu ce rejet viscéral. Sophie, étudiante en art, l'encourageait, peignant des portraits d'Émilie qui capturaient sa résilience naissante. Pourtant, les appels manqués de sa famille hantaient son téléphone. Claire, de son côté, semblait prospérer. Elle intégra une école de commerce prestigieuse, se fiança à un jeune homme issu d'une bonne famille, et posta des photos idylliques sur les réseaux sociaux. Émilie les voyait parfois, le cœur serré. Elle vit la vie que nos parents voulaient pour nous deux, pensait-elle avec amertume. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, Émilie croisa un ancien ami de la famille. Il lui confia que Claire regrettait peut-être, mais l'orgueil l'empêchait de faire le premier pas. Émilie haussa les épaules. « C'est trop tard. Elle m'a brisée. » La tension monta quand Émilie reçut une lettre de sa mère, implorant une réconciliation pour Noël. « Ta sœur souffre aussi. Reviens-nous », écrivait-elle. Émilie déchira la lettre, furieuse. Sophie la calma. « Peut-être que c'est le moment de confronter tes démons. » Elles décidèrent d'y aller ensemble. Mais à la dernière minute, Émilie annula. Voir Claire,
si parfaite aux yeux de tous, raviverait la douleur. Au lieu de cela, elles passèrent les fêtes avec des amis queer, riant et dansant jusqu'au petit matin. Pourtant, une partie d'Émilie se sentait vide. La société française, malgré ses avancées, portait encore des stigmates, des regards en coin dans la rue, des commentaires murmurés. Émilie se battait pour son identité, mais le prix était élevé: l'isolement familial. Un an plus tard, Émilie et Sophie emménagèrent dans un appartement plus grand à Montmartre. Leur amour était solide, nourri de promenades le long de la Seine et de débats passionnés sur l'égalité. Émilie excellait en cours, écrivant un essai sur les impacts psychologiques du rejet familial chez les personnes LGBT. Son professeur la félicita: c'est personnel. N'est-ce pas? Elle acquiesça, fière de transformer sa souffrance en savoir. Mais un appel inattendu bouleversa tout: c'était Claire? La voix tremblante. Émilie. J'ai besoin de te parler. Émilie raccrocha, le cœur battant. Que voulait-elle après tout ce temps? La curiosité l'emporta, et elle rappela. Claire avoua: je me marie bientôt, mais je ne peux pas sans toi. Pardonne-moi. Émilie rit amèrement: pardonne-toi? Tu m'as jeté dehors. La conversation dégénéra en cri, ravivant les vieilles blessures. Claire raccrocha en pleurs, et Émilie se blottit contre Sophie, se demandant si la famille valait vraiment ses tourments. Les années passèrent, et le fossé se creusa. Émilie obtint son diplôme, ouvrit un cabinet de thérapie spécialisé dans l'accompagnement LGBT. Sophie exposa ses œuvres dans des galeries, leur couple devenant un modèle de résilience. Mais les nouvelles de Claire arrivaient par bribes: un mariage réussi, un enfant, une carrière en finance. Émilie évitait les réunions familiales, préférant sa vie choisie. Pourtant, un doute persistait: avait-elle raison de couper les ponts? La société applaudissait les coming out, mais le prix personnel était lourd. Un jour, en session avec une patiente rejetée par sa sœur, Émilie revécut son propre trauma. Le pardon n'est pas obligatoire, conseilla-t-elle. Mais au fond, elle se questionnait. Sophie la soutenait: tu as le droit à ta paix. Mais la paix était fragile, menacée par les ombres du passé. Émilie fixait l'écran de son ordinateur. Un email de sa mère ouvert: Claire est enceinte de son deuxième enfant. Viens la voir, s'il te plaît. C'était 2020. Et le confinement avait exacerbé les solitudes. Émilie, confinée avec Sophie dans leur appartement, sentait le poids des années perdues. Peut-être que c'est le moment, suggéra Sophie. Émilie secoua la tête: elle m'a trahi. Pourquoi je devrais tendre la main? Mais la pandémie forçait les introspections, et Émilie commença à douter de sa rancune. Leur vie à deux était un havre. Sophie, avec ses pinceaux et ses toiles, transformait leur salon en atelier. Émilie, de son côté, gérait ses consultations en visio, aidant des âmes brisées par les mêmes préjugés. Une patiente, une jeune lesbienne chassée de chez elle, lui rappelait son propre parcours. Comment surmonter la trahison d'un proche, demanda-t-elle. Émilie répondit: en construisant une nouvelle famille. Mais ces mots sonnaient creux quand elle pensait à Claire. Un soir, Sophie organisa une surprise, un dîner virtuel avec des amis.
Rire et vin coulèrent. Mais Émilie se surprit à envier les liens fraternels des autres. Ma jumelle me manque. Malgré tout, confia-t-elle à Sophie dans l'intimité de leur lit. Sophie l'embrassa tendrement, c'est normal. Mais protège-toi. La réouverture du monde apporta de nouveaux défis. Émilie fut invitée à une conférence sur les droits LGBT à Lyon. Là, elle rencontra des activistes qui partageaient des histoires de réconciliation familiale. Une femme raconta comment sa sœur, initialement hostile, était devenue son alliée après un drame. Émilie y vit un parallèle. De retour à Paris, elle envoya un message à Claire, « Félicitations pour le bébé ». La réponse fut immédiate, « Merci, Émilie. On peut se voir ?» Elles se retrouvèrent dans un café neutre, masque sur le visage. Claire, le ventre rond, avait les yeux rougis. J'étais jeune, effrayée par ce que les parents diraient. Je regrette. Émilie écouta, le cœur serré. Tu m'as blessée profondément. La société nous juge déjà assez. Claire pleura, je sais. Et je paie pour ça tous les jours. La rencontre se termina sur une note incertaine. Mais un pont fragile se forma. Cependant, les vieux démons ressurgirent. Leur père, apprenant la rencontre, appela Émilie, ne corromps pas ta sœur avec tes idées. Furieuse, Émilie défendit son identité, c'est qui je suis. Papa. Accepte-le ou perds-moi pour toujours. Il raccrocha. Et Claire, prise entre deux feux, choisit le silence. Émilie se sentit à nouveau rejetée. Sophie la consola, tu as essayé? C'est courageux. Mais la douleur ravivée affecta leur couple. Émilie devint distante, obsédée par ses origines. Elles traversèrent une crise, Sophie reprochant à Émilie de laisser le passé empoisonner leur présent. Choisis-nous. Ou perds tout. Émilie réfléchit longuement, optant pour la thérapie de couple. Là, elle affronta ses peurs, la peur d'être abandonnée à nouveau. 2022 apporta un tournant. Claire divorça, son mari la trompant avec une collègue. Seule avec 2 enfants, elle appela Émilie en larmes. J'ai besoin d'aide. Émilie hésita, mais accepta de la voir. À l'hôpital Necker, où Claire accouchait prématurément, Émilie tint sa main. Je suis là, murmura-t-elle. Ce geste raviva des souvenirs d'enfance, quand elles étaient inséparables. Mais la société, avec ses normes rigides, avait creusé un abîme. Claire confia, j'ai eu tort de te juger. La vie m'a appris l'humilité. Émilie pardonna partiellement, mais garda ses distances. Sophie, jalouse de cette réconciliation naissante, exprima ses doutes, et si elle te blesse encore? Émilie rassura, je suis plus forte maintenant. Leur relation sœur-sœur évolua lentement. Des cafés occasionnels devinrent des dîners familiaux prudents. Les parents, vieillissants, tentèrent des excuses maladroites. Émilie introduisit Sophie, forçant l'acceptation. Mais les tensions persistaient, des remarques homophobes glissaient, des regards désapprobateurs. Émilie luttait intérieurement, pesant le prix de la famille contre sa sérénité. Un jour,
Lors d'une fête d'anniversaire pour les neveux. Claire avoua, j'envie ta liberté. Émilie. J'ai suivi le chemin tracé. Et regarde où ça m'a mené. Émilie répondit, la liberté a un coût. Ce soir-là. Elle rentra chez elle. Embrassant Sophie avec gratitude. Pourtant. Un nuage planait. Claire. Endettée après le divorce. Demanda un prêt à Émilie. Juste pour me remettre sur pied. Émilie. Prospère dans son cabinet. Accepta. Mais avec réserve. Sophie s'opposa, elle te manipule. Le doute s'installa. Émilie se rappelant la trahison initiale. Était-ce une vraie rédemption? Ou une opportunité? La pression sociale pesait, aider sa famille était un devoir moral. Mais à quel prix? Émilie consulta ses patients. Ironiquement. Pour trouver des réponses. Une nuit. Elle rêva de leur enfance. Courant dans les jardins du Luxembourg. Insouciante. Au réveil. Elle décida, je l'aiderai. Mais avec des limites. Ce choix marqua un pas vers la guérison. Mais le chemin était semé d'embûches. Le téléphone sonna à minuit. Arrachant Émilie à un sommeil agité. C'était l'hôpital, votre sœur Claire a eu un accident de voiture. Venez vite. Le cœur d'Émilie se serra, malgré les années. Le lien gémellaire persistait. Elle réveilla Sophie, je dois y aller. Sophie. Inquiète. Insista, je t'accompagne. Elles filèrent vers l'hôpital Cochin. Où Claire gisait. Branchée à des machines. Le médecin expliqua, coma induit. Blessure grave. Elle a besoin d'un donneur de rein compatible. Émilie. Jumelle identique. Était la candidate idéale. Mais le risque était élevé, opération invasive. Convalescence longue. Sauverai-je celle qui m'a rejetée, se demanda-t-elle. Les larmes aux yeux. Les heures suivantes furent un chaos émotionnel. Les parents arrivèrent. Effondrés. Leur mère serra Émilie, merci d'être là. Leur père. Plus distant. Murmura, c'est le destin. Émilie les ignora. Focalisée sur Claire. Les enfants de Claire, âgés de 5 et 3 ans, pleuraient dans les bras de leur grand-mère. Tante Émilie. Maman va se réveiller? Demanda le plus grand. Émilie les serra, on va tout faire pour. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Pourquoi risquer sa santé pour quelqu'un qui l'avait banni? Sophie l'a pris à part, c'est ton choix. Mais pense à nous. Si quelque chose t'arrive. Émilie hocha la tête. Déchirée entre devoir et autopréservation. Les tests confirmèrent la compatibilité. Le chirurgien exposa les risques, infection, fatigue chronique, impact sur la fertilité bien qu'Émilie et Sophie n'envisagent pas d'enfant. C'est une décision morale? Dit-il. Émilie consulta un éthicien, le pardon n'implique pas le sacrifice. Mais la société française, avec son emphase sur la famille, pesait lourd. Les médias locaux couvrirent l'accident. Claire était une cadre connue et des amis communs contactèrent Émilie, tu es sa seule chance. La pression montait, exacerbant ses conflits internes. Une nuit. Seule à la chapelle de l'hôpital, Émilie pria. Malgré son athéisme, donne-moi un signe. Sophie.
loyal. Soutenait Émilie mais exprimait ses peurs. Et si c'est un piège du destin pour te punir d'avoir pardonné? Elles débattirent longuement. Leur amour testé par cette crise. Émilie revécut le rejet, la porte claquée. Les mots cruels. Elle m'a traitée comme une étrangère. Pourtant, voir Claire vulnérable ravivait l'empathie. Les parents plaidèrent, pour les enfants. Fais-le. Émilie explosa, et pour moi? Vous m'avez abandonnée. Une dispute éclata, révélant des vérités enfouies. Leur mère avoua, j'avais peur du qu'en dira-t-on. Leur père admit, j'ai été lâche. Ce catharsis apporta un semblant de paix. Mais la décision pesait sur Émilie. Au cabinet, Émilie annula ses rendez-vous, incapable de conseiller les autres alors qu'elle luttait elle-même. Une collègue lui dit, les choix moraux définissent qui nous sommes. Émilie réfléchit à sa vie, réussit professionnellement, épanouie amoureusement, mais marquée par l'absence familiale. Sauver Claire serait une victoire sur le passé? Ou une capitulation? Elle consulta des forums LGBT, des histoires similaires de sacrifices regrettés. Une femme écrivit, ne donne pas ce que tu ne peux perdre. Sophie, sentant le dilemme, organisa une escapade à Versailles, respire, décide avec le cœur. Là, sous les fontaines, Émilie confia, je l'aime encore. Malgré tout. Sophie soupira, alors. Fais-le. Mais pour toi. Pas pour eux. Le jour de la décision arriva. Devant le comité médical, Émilie déclara, j'accepte. Les parents pleurèrent de gratitude. Mais Émilie les coupa, c'est pour Claire? Pas pour vous. La préparation commença, examen. Thérapie préo. Émilie affronta ses peurs, imaginant une vie avec un rein en moins. Sophie la serra, tu es ma héroïne. Mais la nuit avant l'opération, un doute surgit. Claire, sortie du coma brièvement, murmura, ne le fais pas si tu ne veux pas. Émilie répondit, je le fais parce que je choisis le pardon. Ce moment scella leur lien. Brisé mais réparable. L'opération fut un succès. Émilie se réveilla faible, mais vivante. Claire, en récupération, la remercia en larmes, tu m'as sauvé la vie. Émilie sourit faiblement, on est quitte maintenant. Les enfants vinrent, dessinant des cœurs pour leur tante. Sophie veilla sur elle. Leur couple renforcé par l'épreuve. Mais les cicatrices restaient, physiques pour Émilie. Émotionnelles pour toutes. La société applaudit l'héroïsme, mais ignora les coups cachés. Émilie, en convalescence, écrivit dans son journal, le pardon est un choix. Pas une obligation. Ai-je bien fait? La convalescence d'Émilie fut ardue. Des douleurs persistantes. Une fatigue qui la clouait au lit. Sophie, infirmière improvisée, gérait tout, repas, médicaments, réconfort. Tu as été si courageuse, murmurait-elle. Mais Émilie doutait, avait-elle sacrifié trop pour une sœur qui l'avait trahie? Claire, de son côté, se remettait plus vite, visitant souvent avec des fleurs et des excuses. Je ne mérite pas ça, disait-elle. Émilie répondait, personne ne mérite la souffrance. Pourtant,
Des tensions surgissaient, Claire, influencée par des amis conservateurs, glissait des commentaires sur « le mode de vie » d'Émilie. Attention, Sophie. Ça pourrait affecter les enfants. Émilie explosa, « Tu n'as pas changé. » Cette confrontation raviva les vieux griefs. Les parents, tentant de médiater, prirent le parti de Claire, elle est fragile. Émilie se sentit à nouveau marginalisée. Sophie la défendit, « Votre fille a risqué sa vie. » Une dispute familiale éclata dans le salon, révélant des préjugés profonds. Leur père admit, « L'homosexualité me met mal à l'aise. » Leur mère pleura, « J'essaie d'accepter. » Émilie, épuisée, quitta la pièce, « Si vous ne pouvez pas m'aimer tel que je suis, partez. » Claire, coupable, promit de changer, « J'irai à des groupes de soutien pour parents d'LGBT. » Mais les promesses étaient-elles sincères? Au travail, Émilie reprit doucement, ses patients inspirés par son histoire. Une jeune femme dit, « Vous montrez que le pardon est possible. » Mais Émilie confia à Sophie, « Possible, mais douloureux. » Leur couple traversa une tempête, Sophie, frustrée par les intrusions familiales, proposa une pause. « J'ai besoin d'espace. » Émilie paniqua, « Ne me laisse pas maintenant. » Elles parlèrent des heures, confrontant leurs peurs. Sophie avoua, « J'ai peur que ta famille te reprenne. » Émilie rassura, « Tu es ma famille. » Ce crise renforça leur lien, mais souligna les sacrifices. Claire, déterminée à se racheter, organisa une thérapie familiale. Le thérapeute, neutre, fit émerger des vérités, le rejet de Claire venait de sa propre insécurité, craignant d'être contaminée par l'homosexualité. « J'avais peur pour ma réputation, » admit-elle. Émilie pleura, « Tu as détruit la mienne. » Les parents confessèrent leur éducation rigide. Des progrès se firent, des dîners sans jugement, des sorties avec Sophie incluse. Mais la société extérieure rappelait les défis, un article sur les dons d'organes entre sœurs LGBT déclencha des trolls en ligne. Émilie lut des commentaires haineux, elle l'a fait pour se faire pardonner son péché. Blessée, elle se referma. Un tournant vint quand Claire défendit publiquement Émilie lors d'une interview locale. « Ma sœur est une héroïne, et son orientation n'y change rien. » Émilie, touchée, l'appela, « Merci. » Ce geste scella une alliance fragile. Pourtant, des doutes persistaient. Émilie découvrit que Claire avait caché une dette médicale, demandant secrètement de l'aide aux parents. « Pourquoi ne pas me le dire ?» Claire répondit, « Je ne voulais pas te charger plus. » Émilie vit là une manipulation. Ou de la protection? Le dilemme moral la rongeait, jusqu'où aller pour la famille? Sophie conseilla, « Fixe des limites. » Les mois passèrent, et la vie reprit. Émilie, guérie physiquement, publia un livre sur son expérience, Jumelles brisées, le prix du pardon. Il devint un best-seller dans les cercles LGBT, inspirant des débats sur les obligations familiales. Claire le lut, et elles en discutèrent, « Tu as raison. J'ai été égoïste. » Émilie répondit, « Nous l'avons tout été. » Mais un nouveau choc, Sophie fut diagnostiquée avec une maladie chronique, nécessitant des soins coûteux. Émilie, affaiblie par l'opération, paniqua. Claire offrit son aide financière, « Laisse-moi me racheter. »
Émilie accepta, mais avec méfiance. Était-ce une vraie rédemption? La tension culmina lors d'une fête familiale. Un oncle homophobe lança une pique, heureusement que Claire est normale. Émilie riposta, la normalité est un mythe. Claire la soutint, laisse ma sœur tranquille. Ce front uni marqua un progrès. Mais Émilie payait le prix, stress, fatigue. Sophie. En traitement? Murmura, ton sacrifice en valait-il la peine? Émilie réfléchit, oui. Pour la guérison collective. Mais au fond, elle se questionnait sur les choix moraux ambigus. Les années suivantes consolidèrent la réconciliation. En 2025, Émilie et Sophie se marièrent dans une cérémonie intime au jardin des Tuileries. Claire comme témoin. Les parents, émus, assistèrent. Signe d'évolution. Claire, remariée à un homme progressiste, élevait ses enfants dans la tolérance. Émilie, promue dans son cabinet, aidait des familles divisées. Mais des cicatrices subsistaient, des disputes occasionnelles, des regrets murmurés. Un soir, Claire confia, sans ton don, je ne serai pas là. Émilie répondit, sans ton rejet, je ne serai pas qui je suis. Leur lien gémellaire, autrefois brisé, se renforça par des voyages ensemble, un week-end à Nice. Des rires partagés. Sophie s'intégra, formant une famille élargie. Pourtant, Émilie luttait avec les séquelles physiques, visites médicales régulières, vigilance sur sa santé. Ai-je donné trop, se demandait-elle. La société évoluait, loi plus inclusive, visibilité accrue. Mais les préjugés persistaient dans les coins sombres. Émilie anima des ateliers sur le pardon, débattant des dilemmes éthiques. Une participante posa, le sacrifice en vaut-il toujours la chandelle? Émilie sourit, ça dépend du prix que l'on est prêt à payer. Un drame final testa tout. Claire, impliquée dans un scandale financier au travail, risqua la prison. Accusée de fraude, elle jura son innocence. Les preuves étaient accablantes. Mais Émilie, sentant un mensonge, enquêta. Elle découvrit que Claire avait couvert un collègue par loyauté mal placée. Pourquoi? Demanda Émilie. Claire pleura, pour protéger ma famille. Émilie, déchirée, choisit, témoigner en sa faveur, risquant sa réputation. Sophie s'opposa, c'est trop. Mais Émilie argumenta, c'est ma sœur. Au tribunal, son témoignage tourna la balance, Claire fut acquittée. Mais avec une amende lourde. Émilie paya une partie, sacrifiant des économies. La gratitude de Claire fut immense, tu m'as sauvée 2 fois. Émilie répondit, et toi? Tu m'as forcée à grandir. Elles s'embrassèrent, larmes coulant. Les parents, fiers, organisèrent une fête. Sophie, réconciliée, toasta, à la famille. Choisie ou non. Mais Émilie, seule plus tard, réfléchit au coup, santé compromise. Couple testé. Carrière risquée. Était-ce juste? La société louait les héros, mais ignorait les blessures. Des années plus tard, en 2026, Émilie regarda ses neveux jouer. Claire à ses côtés.
Leur vie entrelacée était un témoignage de résilience. Pourtant, un doute persistait, avait-elle fait les bons choix? Le pardon avait guéri. Mais à quel prix? Émilie écrivit une suite à son livre, posant des questions ouvertes. Sophie l'embrassa, « Tu es en paix maintenant. » Émilie hocha la tête. Mais au fond, elle savait que les dilemmes moraux n'ont pas de fin. Le rejet familial pour l'orientation sexuelle justifie-t-il une coupure définitive? Même face à un besoin vital de l'autre?